Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série à la découverte du FinOps. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas et bonjour à tous. Une nouvelle vidéo effectivement sur la partie FinOps où on couvre à peu près tous les domaines de la partie FinOps, hein. Et cette fois-ci, on parle alors compétences FinOps. En fait, le terme compétence, on en a pas mal discuté, Stanislas. On n'était pas complètement sûr sur le terme, puisque le terme en anglais, c'est capabilities. Et c'est pas exactement capacité, c'est pas exactement compétence. Mhm. On est assez proche d'un certain nombre de chantiers qui doivent être menés dans le cadre de cette démarche, de cette méthodologie FinOps. Et évidemment, chantiers qui sont réalisés par aussi bien l'équipe centrale FinOps qu'on a déjà décrit dans une autre vidéo, que tous les acteurs de la structure, du système d'information et de la société dans laquelle on met en place cette démarche FinOps. Qu'est-ce que c'est une capabilities compétence, Stan? Je dirais que moi c'est un chantier, c'est des choses qu'on doit intégrer dans une démarche FinOps, hein. Donc c'est une partie de l'outillage on va dire ou des tâches qui sont à réaliser, hein. Alors il y en a plein. Il y en a plein, on le fera d'ailleurs probablement sur 2 vidéos parce qu'il y en a beaucoup et on ne veut pas faire des vidéos trop longues. Mais globalement, les capabilities telles que définies par la FinOps Foundation, la liste, vous voyez, est longue quand même, il y a beaucoup de choses. On en avait parlé dans le life cycle, dans une autre vidéo, hein, qu'effectivement pour terminer un cycle, de type FinOps, passer au suivant et cetera, on était obligé de tout savoir faire du premier coup et bien. Parce que c'est un principe itératif, il vaut mieux faire des petits cycles où on améliore certains éléments, et donc d'être plus sur l'amélioration continue. Donc tout ce qu'on va traiter ici, il faut le voir qu'effectivement, alors moi j'appelle ça des chantiers, parce que pour moi c'est vraiment des chantiers qu'on doit mettre en place. Alors il y a des chantiers après qu'on va ordonner peut-être avant d'autres, hein, ça paraît normal. Mais globalement, une fois qu'on va mettre en place ces chantiers, du coup ça va mettre en place des nouveaux outils des fois, ça va mettre en place des nouveaux process, et puis potentiellement ça va faire intervenir des nouvelles personnes ou monter les compétences de certaines personnes sur les sujets donnés. Je suis bien Premier, d'accord avec toi. C'est vraiment des sujets, projets, chantiers qui peuvent être ouverts, qui vont vivre, qui vont avoir leur propre avancement au sein du cycle de vie, hein, des trois grandes phases FinOps, hein, informer, la deuxième, après la informer, deuxième qu'est-ce c'est qu'on fait, Stan? on optimise, on cherche On les axes cherche d'amélioration. on cherche les optimisations, les axes Exactement, d'amélioration, et après on opère. Voilà. effectivement. Et donc ces trois phases-là, on peut les appliquer pour chaque chantier, chaque projet, chaque compétence et chaque donc capabilities en anglais Exactement. de la partie FinOps. Alors premier élément effectivement, l'allocation des coûts, hein, et donc pour l'allocation, on va parler derrière de gestion en gros des métadatas, et de toute la hiérarchie finalement des ressources. Donc si on prend le site de la Finox Foundation, il vous dit que pour réallouer des coûts, ou pour les allouer plutôt, hein, il faut déjà comprendre ses coûts. Donc le point de départ, c'est déjà d'être capable d'analyser sa facture, donc se référer la vidéo sur l'anatomie d'une facture cloud. Mais quand on comprend effectivement comment est faite la facture et le détail de ses coûts, ensuite on peut effectivement se permettre de les allouer, de les reventiler. Donc il y a beaucoup de documentation et je vous laisserai vous aurez les liens de toute façon avec la mind map. Mais donc là encore, toujours dans l'approche de la FinOps Foundation, on a les différents niveaux de maturité qui disent ce mécanisme-là, si vous êtes en mode je rampe, on en est là, en mode walk c'est là, et puis en mode run, on en est là. Ce qui est intéressant de voir également, c'est un peu les mesures de succès de tout ça. On estime effectivement que on commence à entrer dans l'étape de je rampe en termes de FinOps quand on commence à allouer 80% des coûts. Alors là, ça veut dire que du coup, vous allez probablement, si vous regardez cette vidéo, vous vous retrouvez exclu de ces gens qui sont en train de ramper à faire du FinOps, parce que probablement, il y a des grandes chances que dans beaucoup d'organisations, ne soit pas encore en fait à ce niveau-là, d'être capable déjà de dire 80% des coûts cloud, je suis capable de les allouer ou de les réallouer, entre guillemets, ou de déterminer pour qui ils sont. Voilà. Et puis pour ceux qui sont en mode vraiment très mature, on estime que la target c'est 90%. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce sont les inputs, c'est-à-dire de quoi on a besoin finalement pour pouvoir faire ça. Quels sont les éléments qui vont nous aider à créer cette compétence ou à mettre en place ces chantiers. Les premiers inputs qui sont donnés d'ailleurs par la Linux Foundation, c'est de s'appuyer finalement sur les cadres de travail, les frameworks qui sont fournis par les fournisseurs de cloud. Je rappelle que la Linux Foundation reprend souvent les exemples des
3 hyperscalers, à savoir AWS, Azure et GCP. Et donc ces trois hyperscalers, hein, dont on fait partie, parce qu'on est Microsoft, effectivement, ont des documents où il y a plein de choses dessus. Donc ça vaut le coup d'aller faire un tour. Ça vaut le coup également de voir un petit peu comment l'organisation aujourd'hui a déjà des éléments de métadata. Peut-être en interne, il y a déjà des codes sur le nom des projets, les applications ont peut-être des identifiants, il y a peut-être déjà des cost centers qui existent, et il y a peut-être déjà une structure hiérarchique qui est organisée en ce sens. Donc l'idée est bien de définir aussi, de trouver qui sont les gens qui sont les propriétaires, ça va aider derrière. Et puis on peut, sur les inputs, on peut déjà s'appuyer sur des choses qui existent déjà, hein, notamment la notion de label, par exemple. Et du coup, bah oui, dans les inputs, pour pouvoir commencer tout ça, il faut connaître un petit peu également comment fonctionnent les fournisseurs de cloud. Alors si on prend un exemple avec ce qu'on a chez Microsoft pour la partie Azure, mais ce serait valable encore, hein, on a à peu près les équivalents chez les autres hyperscalers. On a un guide de travail qui s'appelle le Cloud Adoption Framework, le CAF. Et dans le CAF, en fait, alors il y a plein de choses à l'intérieur, bien entendu, mais si on parle du sujet qui nous concerne ici, il y a au moins 2 articles très intéressants. Le premier qui est effectivement, commencer à gérer vos coûts dans le cloud. Effectivement, c'est un des points de départ, c'est un des inputs pour pouvoir faire tout ça. Et vous avez la documentation qui vous reprend un petit peu, finalement, du point de vue projet, comment on va organiser tout ça. On va se définir une stratégie, s'aligner par rapport au plan d'adoption du cloud, et puis commencer à préparer tout ça. Et puis là encore, comme beaucoup de choses, c'est là encore un cycle, c'est quelque chose qui est cyclique. Et donc du coup, effectivement, dans cette documentation-là, on va vous parler effectivement de la gestion des coûts, avec derrière effectivement des supports pour délivrer tout ça. Et donc il y a un deuxième article très intéressant qui est le tracking des coûts au travers des business units, de l'environnement des projets, ce qui matche bien avec le cost allocation ici, hein. Et là, du coup, vous voyez qu'on commence à retrouver des choses dont on parle dans la Finance Foundation, c'est normal, hein, on ne fait pas enfin, tout le monde a à peu près le même langage, la ligne derrière, où effectivement il va y avoir ce travail avec plusieurs équipes, que ce soit le management, la finance ou les équipes, on va dire, applicatives ou métiers. Donc, dans cette documentation-là, on vous rappelle la notion d'organisation qu'on peut avoir dans de l'Azure, ce qui peut matcher pour l'allocation des coûts. On pourrait se dire, l'allocation des coûts, elle peut être faite par géographie, elle pourrait être faite par environnement, prod ou non prod, ou par après abonnement spécifique à des applications. Et on vous reparle un petit peu plus bas également de la notion de qui est les honneurs et quels sont les scopes derrière. Donc c'est de la bonne lecture, on vous mettra les liens. Mais donc l'allocation des coûts, ça devient effectivement, c'est important, parce que si on en revient à ce qu'on avait déjà dit dans des vidéos précédentes, si c'est l'informatique qui supporte tout le coût du cloud sans avoir de métrique de gain en face, et qu'on dit juste c'est vous qui nous coûtez tant, on a un problème et on ne peut pas rentrer dans une démarche saine de FinOps. Cette allocation des coûts, elle va aussi être utilisée, une fois qu'on a fait sa structure de hiérarchie de comment seront alloués les coûts. Et bien après, il faut avoir les mécanismes pour pouvoir effectivement analyser les datas de facturation, et être capable déjà de les montrer, donc de faire le drill down. Donc il y a effectivement une notion très importante qui est l'analyse des données. Alors analyse des données au sens coût et usage, et puis analyse des optimisations, et puis donc du coup, avec toute cette gestion des données, vient, et en domaine forcément relié, la prise de décision en temps réel sur un outillage qui est fait pour. D'accord. Donc pour faire en fait de l'analyse de données et du showback, donc je rappelle que le showback, c'est de montrer combien ça coûte, en général à ceux qui sont responsables. Le showback a besoin d'outillage et a besoin de données qui vont être normalisées. Donc il y a une ingestion des données, dans le sens où on récupère les données de facturation qui peuvent provenir de plusieurs sources, et après on essaie de les aligner, de les normaliser pour qu'elles soient utilisables dans un même ensemble. Si vous prenez 2 factures de fournisseurs cloud, il va bien falloir agréger tout ça et peut-être redistribuer le tout. Et au-delà du showback, effectivement, on peut aller dans un chantier spécifique qui est effectivement le chargeback, c'est-à-dire refacturer réellement en interne. Donc là, on peut avoir le showback avec du cost center, mais sans le refacturer. Et le chargeback va refacturer. Et potentiellement, on peut avoir un chantier ici et des compétences nécessaires pour pouvoir intégrer finalement cette refacturation interne dans les outils internes de l'organisation. Oui, parce que autant le showback,
c'est assez simple. Ça ne nécessite pas la mise en place ou l'intégration dans des services pour récupérer de l'argent qui proviendrait d'autres enveloppes budgétaires. Mmh. Le showback, en fait, on montre tout simplement combien vous avez consommé. Voilà ce que vos services coûtent. Mais on ne va pas plus loin que ça, on essaye de responsabiliser les personnes sur une notion de showback. Chargeback, c'est finalement, hem, vous allez reprendre l'argent, que vous avez dépensé dans une autre poche et tout Exactement. d'un coup, pour pouvoir payer, il faut aller taper cette fois-ci dans une poche budgétaire et au niveau, financier, ça veut dire une mise en place, de PNL, différents parfois. Oui, Et oui, parce que, bah, il faut bien qu'il y ait une délégation financière qui soit faite sur une partie du budget. Et après, bah, il faut pouvoir refacturer et faire des mouvements financiers, bah, d'une poche A vers une poche B. ouais. Ça, c'est un tout petit peu plus complexe. Ça nécessite effectivement une adaptation, des outils qui peuvent être en place. Alors, sans forcément, aller jusque, de manière, trop fine, hein. Moi, j'ai connu des sociétés qui mettaient en place, déjà, du chargeback sans forcément faire du cloud, et qui s'était retrouvé avec un découpage très très fin des éléments budgétaires, et qui devenait tellement fin qu'en fait c'était non consolidable en fait. Et puis quand on commence à avoir une responsabilité budgétaire, il y a une notion de responsabilité hiérarchique, et tout d'un coup les gens parfois se donnent du pouvoir là où ils n'en ont pas forcément, tout simplement parce qu'ils gèrent une poche financière. Donc il ne faut pas forcément être plus royaliste que le roi là-dessus. Restons assez simples sur ces notions de chargeback. Ouais. Notons d'autant plus qu'en fait, il va y avoir un deuxième, là souvent c'est quand on a des ressources qui sont ciblées pour, on va dire une entité métier ou une application dans une business unit, c'est simple. Mais quand, et dans les chantiers qui vont être un peu compliqués, c'est de gérer finalement les ressources qui sont un peu partagées. Alors je dis les Oui. ressources, mais en fait c'est tous les coûts partagés pour être plus précis, tel qu'on le prend, dans la FinOps Foundation. Et effectivement, un des principes qu'on a dans une approche FinOps, c'est que tout le monde doit être responsable de ses coûts. La limite, effectivement, c'est quand on va avoir un service qui va être commun à tout le monde, qui va être peut-être géré par l'IT, et qu'on dit, mais néanmoins ça sert tout le monde et donc du coup, bah, faut rediviser ce coût-là, et on en revient un peu toujours à des factures en fin de repas, où on redivise la note, et la fameuse bouteille de vin. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais si vous m'avez pas compris, regardez le sketch de Muriel Robin. Mais effectivement, cette partie-là est souvent un peu délicate de gérer, ces coûts partagés. Alors qu'est-ce qu'on entend par coûts partagés? Alors ça peut être des ressources en tant que telles, et là, pour le coup, les ressources, on a des exemples relativement, classiques et on va dire assez actuels. Par exemple, si vous avez des clusters Kubernetes, que vous avez choisi cette technologie, pour pouvoir, densifier un petit peu le workload et limiter le gâchis en termes d'usage de ressources CPU, mémoire, c'est bien. Mais si on a plusieurs, applicatifs qui tournent de plusieurs business units dans un cluster Kubernetes, du coup, comment on fait pour entre guillemets «découper la facture» du cluster? Le cluster, il va être vu, chez le fournisseur de cloud X, Y ou Z, comme ayant un certain coût en termes de nombre de machines virtuelles, de stockage et cetera. Mais à l'intérieur même, on peut avoir des ressources Kubernetes, des pods par exemple, de l'application A qui vont consommer plus de ressources que l'application B. Donc, est-ce qu'on divise le cluster en nombre d'utilisateurs du cluster et puis c'est la même part pour chacun? Est-ce qu'on fait du proportionnel? Est-ce qu'on fait exactement à ce qu'ils consomment dedans? Ça peut demander après de l'outillage plus compliqué, et plus on descend granulairement et dans le détail des ressources partagées, plus en général ça va nécessiter un outillage spécifique parce que chaque ressource partagée ne va pas se découper de la même façon. Et ça peut du coup à la fin faire quelque chose d'assez complexe. Le réseau, c'est pareil, on peut se dire que le réseau finalement, il est partagé par tout le monde dans une organisation. C'est-à-dire que la taille du tuyau en sortie vers internet ou, vers un data center, quand c'est une connectivité, bah, elle est payée effectivement, pour tout le monde, mais après, comment on redivise? Est-ce que ça se fait à la bande passante utilisée, à la volumétrie, La taille du paquet? à la taille du paquet? Oui, ouais, non, mais voilà, c'est toujours pareil, plus on est granulaire, plus effectivement c'est difficile. Si on met des firewalls pour protéger tout ça et gérer tous ces flux, qui paye ça? Est-ce que c'est redivisé là encore, proportionnellement? Parce qu'on se dit: «Bah, ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu auras besoin de ça, donc on le fait proportionnellement», ou est-ce qu'on le fait à l'usage? Et le stockage, c'est pareil, dès qu'on va avoir effectivement une baie de stockage,
ou un filer ou une base de données ou n'importe quoi, là encore, tout le monde ne va pas utiliser de la même façon le stockage en termes de volumétrie et en termes également d'échange. Donc ça peut être un peu compliqué. Il faut effectivement commencer simple et puis après voir si on a vraiment besoin d'aller granulairement, derrière. D'autres types de coûts qui sont partagés, c'est par exemple les supports. Je veux dire, on a plusieurs abonnements dans une organisation, je dirais abonnement Azure ou abonnement WS ou GCP. À un moment, généralement, on prend un support associé, de l'hyperscaler, derrière et ce support, il est acheté au niveau de l'organisation en général. Et après, est-ce qu'après c'est refacturé au nombre de tickets qui auront été faits? Est-ce que là encore on divise, au nombre d'entités derrière et tout le monde a la même part parce qu'on considère que c'est une assurance et que tout le monde est couvert? Pareil pour les third-party solutions, hein, des choses comme, je sais pas, des solutions antivirales, ou des solutions de monitoring et cetera. Tout ça, c'est, de l'outillage qui est commun, qui est utilisé généralement par en centrale, mais qui du coup doit être redispatché en termes de coûts parce que, l'IT elle vit pas pour payer sa solution de login quoi ou son firewall quoi, voilà. Et donc ces coûts-là effectivement doivent être traités. Dans une approche vraiment itérative, hein. Oui. Comme tu l'as dit, quand tu prends l'exemple de Kubernetes, ne nous lançons pas immédiatement à essayer de faire quelque chose de précis. Au début, il suffit peut-être qu'une approche simple OK, ça c'est un coût partagé, on le divise par le nombre de personnes qu'il y Exactement. a ou de centres de coûts sur lesquels on va faire du showback, et boum, allez, on y va. Et progressivement, on pourra se dire OK, peut-être qu'il y a une formule d'abonnement, peut-être qu'il y a une formule d'usage avec Mmh. des options complémentaires, et cetera, avec un coût fixe minimum. Voilà, il y a plein de modèles qui peuvent être approchés, Ouais. mais faisons simple, dès le départ. Sans Mmh. oublier que, comme tu l'as dit, ça peut être, très compliqué avec la mise en place d'outils, qui tout d'un coup, vont générer des coûts. C'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là. Peut-être qu'il faut s'arrêter un petit peu avant, Ouais. pour limiter, justement ce calcul. Donc il y a une balance à trouver, hein, sur la Mmh. partie shared cost, qui est pas forcément évidente. Moi, j'appelle ça, ne pas faire pécher de gourmandise en voulant trop faire. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Partez simple et puis après, en fonction de vos be de vraiment s'il y a besoin de changer, vous faites évoluer. C'est le principe des cycles, hein. C'est pour ça que on fait pas tout d'un coup. On va devoir gérer les anomalies. Alors gérer les anomalies, c'est assez, ça peut être assez vague, mais, on gère une anomalie dès qu'on sait, comprendre, la facture et on sait gérer des anomalies quand également on a de l'outillage qui permet en temps réel de voir: «Tiens, il y a un truc qui est en train de dériver». Et puis on gère des anomalies également quand, on se benchmark un petit peu, on en avait parlé dans d'autres vidéos, qu'on benchmark les équipes et qu'on est capable de dire par exemple, je sais pas, j'ai un coût de mon infrastructure à l'utilisateur, j'ai fait un ratio, je sais que chaque utilisateur me coûte tant. Si effectivement tout d'un coup, d'un jour à l'autre, le coût d'utilisateur varie de plus 20, c'est pas normal, il y a quelque chose, il y a une anomalie, voilà. Donc ça, ce sont vraiment les éléments qui vont concerner tout ça et détecter l'anomalie effectivement, c'est être capable donc de détecter une anomalie, d'identifier cette anomalie, de savoir, en quoi, effectivement c'est une anomalie, de la clarifier, de comprendre pourquoi elle est arrivée et puis après tous les mécanismes d'alerte derrière, et puis, les process associés derrière. Donc ça pour le coup, effectivement, l'idée principale de l'anomalie, c'est de gérer toutes les variations qui étaient non prévues. D'accord? Et pour cela, là encore, il y a Habituellement, c'est des variations, vers le haut, hein. oui, C'est-à-dire que mais c'est pareil, l une variation vers le bas, on doit se poser une question. Est-ce qu'il y a une variation vers le bas parce que tout d'un coup on a arrêté un business, ou est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une attaque qui est en cours et qu'il y a des gens qui sont en train de flinguer les ressources? Donc là encore, hein, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire: «Oui, si ça réduit, c'est bien». Il y a peut-être des gens qui sont en train de supprimer des données quelque part, quoi et du coup, ça fait baisser les coûts, voilà. Donc tout changement «anormal» entre guillemets doit au moins être traité. Après, des fois, on va se dire: «OK, c'est pas grave, c'est bon, c'est juste qu'on a fait du ménage et qu'on est dans le cycle Ouais. vertueux», mais on doit savoir pourquoi il y a eu, ça a eu lieu. Ce qui nous amène du coup, l'anomalie nous amène également au forecasting. Le forecasting, c'est de prévoir un peu les dépenses futures. Le fait de bien faire du forecasting peut permettre, par exemple, de considérer certaines variations, non plus comme des anomalies, mais comme quelque chose qui était prévu. Si le week-end prochain, le coût de ma plateforme augmente de 25, est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont pas normales? Ou est-ce que c'était prévu parce qu'on savait qu'on allait avoir, une
une campagne publicitaire qui allait nous amener plein de clients sur ce week-end-là, et donc du coup, effectivement, on a surprovisionné, c'est normal. Voilà, donc le fait d'avoir l'information permet du coup de clarifier qu'il y a une anomalie, de dire ok, c'est une anomalie, mais elle est connue, et on check et c'est terminé. Par contre, si on a 25% d'augmentation des coûts et qu'on ne sait pas pourquoi, et qu'il n'y avait rien qui était prévu, qui avait été projeté, là, on doit se poser des questions. Donc le forecasting, il est un forecasting qui peut être technique, simplement entre guillemets en s'appuyant sur l'historique des consommations des mois, des jours et des semaines précédentes, et du coup avec des projections de modèles, de se dire bah, la tendance c'est par là et ça devrait aller par ici. Effectivement, si on varie du forecasting, là, on doit se poser des questions. Est-ce que le modèle était bien ou est-ce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas prévues, etc. Puis il y a le forecasting qui vient bah, du dialogue entre les équipes, de savoir effectivement que effectivement, l'équipe en charge de l'application provisionne plus de choses parce qu'elle a parlé avec son équipe marketing, mais si on n'a pas prévenu les équipes FinOps qui mesurent tout ça, à un moment, les gars, ils vont voir qu'il y a des choses. Voilà. Donc, il faut effectivement euh, mettre dans les chantiers ces mécaniques-là, humaines, pour le dialogue, donc communication et technique avec des modèles derrière. Ce sujet forecasting est très lié évidemment avec le dernier sujet qu'on aborde dans cette vidéo, qui est la partie budget management. Mais si on parle vraiment forecast, c'est vachement important de donner de la visibilité parce que quand on fait une fiscale, on budgétise une dépense en fait. Et pour budgétiser cette dépense, eh ben, il faut la forecaster. Donc si on fait le forecast on va dire à J-1 pour faire le budget de l'année, ça va pas le faire. On va être très honnête, quand on construit une fiscale, ça se fait pas du jour au lendemain. On construit les budgets, on estime en fait ce qui va être dépensé, et donc suivre et comprendre correctement ses coûts, et donc d'être capable de se projeter avec des modèles de consommation qui peuvent être cycliques, des moments périodiques dans votre année, etc., savoir comment vous allez arriver en fin de fiscale. Ben voilà, ça c'est un sujet qui est important, qui permet de éviter les surprises, demander les rallonges budgétaires. Tiens, il nous manque finalement 500K pour finir l'année sur la partie Azure, par exemple. Hein, ça c'est toujours un petit peu difficile. Si vous êtes en période pour aller lever des fonds, bah, c'est important de se poser la question de combien va être dépensé pour aller rechercher de l'argent frais pour réinjecter dans la société. Donc, forecasting est fortement lié, du coup, au budget également. Ça va aider pour le budget. Oui. Et le budget permet également de s'aligner avec l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un budget, se dire, par rapport aux chiffres qu'on a, se dire, ben, moi je projette un budget de tant de dizaines ou de centaines de K euros, par exemple, pour l'année prochaine. Si derrière, effectivement, il n'y a pas... déjà, il n'y a pas une connaissance de la stratégie de la boîte en termes de business, parce que là encore, hein, passer de 1000 clients à 10 000 clients a forcément un impact sur le coût cloud, parce qu'on met plus de ressources. Donc, du coup, il faut prévoir le budget. Et du coup, ceux qui sont en charge de définir le budget, donc on va dire les équipes FinOps, on comprend qu'il n'y a pas que des gens purement techniques à l'intérieur, mais qu'il doit y avoir des gens qui viennent des différents corps de métier pour pouvoir du coup faciliter ces communications et que tout le monde soit au courant. Et d'avoir effectivement ces fameux KPI, le fait de définir, le fait de savoir quels seront quelle est la stratégie de la boîte et quels sont les objectifs qu'elle s'est donnés, permet du coup d'aligner les objectifs au budget. Hein. Le but c'est ça, d'accord. Le budget est assez important parce que à partir du budget, on va également pouvoir mettre des mécaniques en place qui vont permettre de vérifier quasi en temps réel qu'on est bien aligné avec le budget. Et effectivement, le forecasting, il y a plein de mécanismes de forecasting qui permettent de dire, par rapport à ce que tu as dépensé dans les 3 derniers mois, tu vas dépenser tant dans les prochains mois. Donc là, c'est pas très linéaire, mais si quand même, enfin, c'est assez prédictif là-dessus. Mais ces éléments techniques-là ne peuvent pas être injectés dans le modèle si on par rapport à une évolution entre guillemets de KPI ou de changement stratégique de la boîte. Donc ça, il faut en tenir compte là-dedans. Mais le budget, effectivement, c'est collecter en gros toutes les expenses qui vont être nécessaires pour une période de temps. Et à partir de là, effectivement, ben, on va opérer. On va opérer des choses. Donc là, c'est important parce que finalement, si on sait quelle est la cible en termes de budget, enfin la cible en termes d'objectifs et le budget qui est associé,
Et bien là encore, hein, comme on est en mode FinOps, logiquement, on a les gains en face des coûts. On n'a pas que les coûts cloud, mais on a également les unités économiques. Et du coup, à tout moment, on peut faire ce ratio entre les deux et dire est-ce qu'on est bien dans la bonne ligne directrice ou est-ce qu'on n'est pas en train de dériver, notamment en termes de coûts par rapport aux gains qu'on a prévus. Voilà. Si effectivement le budget continue à grimper et qui continue à grimper par rapport à ce qui avait été prévu pour faire x10 en termes de clients, mais qu'en fait on est à x3 en termes de clients, c'est qu'on en a un problème. Voilà. Et que donc il y a une dérive. Et voilà. Et ben du coup, Franck, je pense qu'on a déjà bien parlé pendant. Ouais, juste rajouter un petit truc sur la partie budget. Donc effectivement, dans le forecasting, je disais qu'on parlait du budget d'une fiscale, par exemple. Là, dans la partie budget management, c'est qu'après, on se donne ce qui est acceptable à dépenser au mois, à la journée, je dirais pas à l'heure, mais presque. Mais au moins de savoir si notre budget qu'on s'est donné basé sur le forecast qu'on avait fait l'année précédente est raisonnable, comment on se trouve dedans et comment est-ce qu'on va gérer en fait cette poche financière. Et effectivement, l'alerting, savoir si au bout d'une journée on a cramé le budget du mois, derrière il y a des décisions à prendre. Donc voilà, ça, c'est le budget management, c'est hyper important de bien le suivre. Et on a vu dans des vidéos précédentes que c'était pas très compliqué à mettre en œuvre une fois qu'on a ce budget. Le suivi du budget, c'est assez simple. Ça, pour le coup, les fournisseurs de cloud, les hyperscalers, ont des mécaniques qui permettent de définir le montant et ensuite de poser des alertes sur des dépassements, des forecastings, si le forecast risque de dépasser. Il y a des mécaniques qui existent naturelles. On en reparlera probablement dans d'autres vidéos. Et puis, je pense qu'on va se retrouver pour une deuxième vidéo sur ces compétences FinOps, parce qu'il en reste encore un petit peu et qu'on a déjà bien parlé, Franck. Donc, on va se retrouver et on vous mettra donc le lien dans cette vidéo pour aller voir l'autre vidéo qui est la suite. L'autre partie. Merci, à bientôt. À tout de suite.